Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview de Sophie Sezma. Sophie Sezma qui est antiquaire, experte en art populaire, bijoux régionaux et objets de curiosité. Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Je pose toujours la même question au début des interviews à mes invités. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours et comment vous êtes devenue antiquaire? Alors donc je m'appelle Sophie Sesma, vous l'avez dit, j'ai 43 ans, je suis donc spécialiste en art et tradition populaire. Je crois être la dernière en France dans cette spécialité. Euh, Je suis antiquaire après un parcours qui est pas parfaitement linéaire. Je suis pas fille d'antiquaire ni de brocanteur. Mes parents croyaient pas du tout à ma vocation et m'ont demandé d'avoir une licence d'anglais, enfin, une licence de quelque chose. Moi, j'ai une licence d'anglais pour pouvoir devenir prof. Vous avez compris que mes parents étaient profs. Et ils m'ont dit avec une licence, Sophie, tu pourras faire ce que tu veux. Donc, j'ai une licence d'anglais que j'ai fait à la Cato à Angers. Et, euh, et une fois que j'ai eu ma licence d'anglais, j'avais tiqué tout sur la to-do list de mes parents. Et donc après, j'ai fait une école d'expertise d'objets d'art qui s'appelle l'EAC, qui a été modifiée, enfin qui a plus du tout la même structure aujourd'hui et qui propose plus les mêmes cursus aujourd'hui. J'ai fait un institut qui s'appelle l'IDET, qui était l'Institut d'expertise des objets d'art. C'est une école en alternance. On fait 3 jours en stage et 2 jours à l'école. Et j'ai adoré. Et je me suis dit que là, j'étais vraiment à ma place. L'art populaire, c'est venu justement grâce à cette école. J'avais des cours. En fait, on choisit ses modules. Et dans les modules que j'avais choisis, j'avais céramique ancienne. Et dans le module de céramique, il y a Martine Houzé, qui est la papesse de l'art populaire en France, qui donnait des cours. Et j'ai découvert cette spécialité qui est absolument passionnante. Et j'ai mis un doigt dedans et j'en suis toujours pas ressortie. Super. Juste comme ça se passait comment en fait au niveau de l'école? Vous avez dit c'était 2 jours, c'est ça, à l'école et 3 jours en C'est ça. stage? C'est Ah, ça. c'est En fait, on vraiment, avait, on avait 2 jours en cours et on avait non, c'est le contraire. On avait 3 jours en cours et 2 jours en stage. On avait une journée obligatoire d'histoire de l'art. Donc, c'était le ok. module général. Et après, on avait deux modules de spécialisation qu'on pouvait choisir parmi 8. Moi, j'ai choisi la première année mobilier français et Hmm. tableaux anciens. Et la deuxième année, j'ai choisi mobilier régional et art du feu. Il y en a qui ont choisi aussi les modules d'art asiatique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme module? Non, je sais plus, je me souviens plus. Mais moi, j'ai choisi quelque chose de très généraliste pour me donner en fait une excellente base. Parce que Hmm. pour pouvoir être spécialiste, il faut être un bon généraliste. C'est une obligation. C'est un cursus obligatoire. Vous pouvez pas être spécialiste d'une chose en particulier sans avoir une connaissance de ce qu'il y a autour. C'est impossible en réalité. Donc, quand on fait de l'art populaire, il faut connaître un petit peu le mobilier, il faut connaître un peu l'argenterie, il faut connaître un peu le bijou, il faut connaître un peu aussi les tableaux, il faut savoir en fait où se situe tout pour réussir à remettre dans son contexte historique les objets que vous avez vous. Sinon, sens, vous vendez un truc qui n'a pas de sens et vous vendez un objet que vous n'arrivez pas à remettre dans son contexte historique. Et en fait, tout l'intérêt du truc, c'est justement de réussir à remettre l'objet dans son contexte historique. Ah mais super. Bah, justement, je voulais en venir tout de suite poser la question, comment on devient expert? Donc là, vous avez déjà donné un petit bout d'éléments. Déjà, il faut déjà être un bon généraliste Il avant faut être un de... bon généraliste. Et exactement. Et après, il faut, en fait, le métier d'expert, c'est un métier qui est pas reconnu aujourd'hui. Donc, il y a pas de, c'est pas un métier. Être expert, c'est en fait une spécialité d'un métier. Et pour pouvoir être expert, le mieux, c'est quand même d'appartenir à une confrérie d'experts en objets d'art. En France, il y en a plusieurs. La CNES, celle à laquelle moi je suis adhérente, la CNE, la SFP et peut-être encore une autre. Oui, probablement encore une Moi, autre. c'est les trois grandes, oui. Oui, ouais, voilà, on est 3. Pour la CNES, c'est à mon sens, mais bon, ça ne tient qu'à moi, ça n'engage que moi ce que je vais dire, c'est la plus sérieuse parce qu'il y a un examen d'entrée, c'est pas du copinage en réalité. Pour pouvoir entrer à la CNES, il faut justifier d'années d'ancienneté sur le marché. Il Mhm. faut se présenter à un examen qui dure une journée, un examen d'entrée. Le matin, il y a des questions techniques sur le droit du marché de l'art, sur
sur les objets d'art en règle générale. Et l'après-midi, puis sur notre spécialité, et l'après-midi, on a une table entière en fait d'objets et de notre spécialité et pas de notre spécialité. Et on doit tous les regarder et avoir un avis sur tous. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est pas complet? D'où ça vient? Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur cet objet-là? Et en fait, ils regardent notre rapport à l'objet. Est-ce qu'on a un Mmh. rapport de curiosité à l'objet? Est-ce qu'on a envie de le découvrir, de le retourner? Ou est-ce qu'en fait, c'est un objet qui va pas nous parler et on va pas essayer d'aller chercher plus loin? Vous avez compris, il vaut mieux être curieux. Moi, j'ai passé l'examen il y a 8 ans. Je sortais tout juste de la maternité, je venais d'avoir mon 4e enfant et Ah oui. j'avais lu pendant mon séjour à la maternité, j'avais lu le Dallos du marché de l'art qui venait juste de sortir et voilà et C'est du un coup, énorme j'ai pavé. c'est un énorme pavé, c'est carrément indigeste. Mais du coup, j'ai eu l'examen et donc là, ça fait 8 ans que je suis élève expert et donc je passe mon examen à la fin de l'année et là où, aujourd'hui on se parle, j'ai terminé ma thèse, avant-hier. Donc Ah ça y est, beh, c'est terminé félicitations. d'écrire. Donc j'ai écrit, presque 200 pages sur, l'histoire du bijou de deuil en France. Donc c'est un bijou qui est noir, c'est un bijou qui vient accompagner une tenue vestimentaire qui est une tenue particulière puisqu'elle est imposée par la bienséance, par l'étiquette. Et donc que dit l'étiquette en fonction du deuil, en fonction du temps de deuil, de la personne décédée. Et puis, quels sont les différents types de bijoux qui existent, les différents types de bijoux de deuil. Un bijou de deuil n'étant pas un bijou funéraire, n'étant pas non plus un memento mori, n'étant pas non plus une vanité. Donc voilà, le resituer dans son contexte de création, ce que je vous ai dit, on remet l'objet dans son contexte historique et puis on apporte des informations techniques sur cet objet, OK. sur ce Vous bijou. avez dit, c'est uniquement sur la période 19e, c'est ça? Alors, le bijou d'œil, c'est un bijou qui est, chez nous en France, très largement plébiscité au 19e siècle, parce qu'il y a cette mode du bijou de deuil, et cette mode du deuil qui va finalement être très largement diffusée avec les journaux, la mode féminine, la mode illustrée ou la mode française. Et donc, tous ces journaux, ils vont être diffusés auprès de toutes les femmes qui vont du coup s'approprier ces tenues de deuil. Et puis, l'étiquette est très forte. Elle est diffusée par des livres, comme celui de la baronne Staff, qui vont donner toutes les informations sur les convenances, les us et coutumes, ce qui se fait en fait. Et c'est très malvenu de remettre en cause ce qui est écrit. Donc, les femmes, particulièrement les femmes du monde, eh bien, elles vont se tenir à ce qui est écrit et elles vont appliquer les règles et la bienséance autour du deuil. Elles vont donc se vêtir de noir, le deuil étant divisé en 3 parties quand on est veuve. Le deuil le plus complexe pour une femme, c'est le deuil d'un mari. Donc c'est Mmh. le veuvage. Et donc c'est 2 ans avec une année complète qui est le grand deuil, pendant lesquels on doit avoir une tenue sobre et mate de couleur. Et donc le bijou deuil qui est dessus est un bijou mat, donc c'est un bijou en bois, un bijou en ébonite, un bijou en vulcanite, un bijou qui ne doit pas attirer l'œil finalement, qui doit complètement se fondre dans la tenue. Et puis après, on a la soie noire et on termine par le demi-deuil. Et le demi-deuil, on peut intégrer du violet avec de l'améthyste. On peut intégrer aussi les pointes d'acier, on peut intégrer d'autres bijoux, quoi. Et cette thèse, elle Et à la sera fin de ces 2 ans, on a le droit de retourner dans le diplôme. pardon, vous avez dit? À la fin des 2 ans? Et à la fin des 2 ans qui sont Ah 2 oui. années de presque reclusion, on a le droit de retourner dans le monde. Donc on a le droit de retourner au théâtre, de recevoir, de tenir salon, d'être de faire des choses qui sont drôles. De revivre, si je peux dire. Exactement. Et de se remarier du coup aussi. Et cette thèse, est-ce qu'elle sera disponible ou c'est uniquement, je sais pas si c'est aux Ah archives de la ben, CNES ou non, si je me débrouille bien, j'ai fait plus qu'une thèse en fait. J'ai presque fait un d'accord. livre. Donc il faut que je me trouve un éditeur maintenant. D'accord, bon, bah, comme ça, en même temps, on en discute, on sait jamais s'il y a un éditeur qui passe, C'est ça, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, j'ai 186 pages qui méritent d'être éditées si ça intéresse quelqu'un. super. Et du coup, pour revenir, au métier d'expert, vous avez dit donc CNES, examen plus thèse et après C'est du coup, ça. on peut être, expert? Et quand on est prêt, quand on se sent, on repasse un examen de sortie et donc on a cette fameuse thèse à passer. Donc c'est une journée complète à nouveau. Le matin, on défend sa thèse.
Mmh. Et on a, je crois, 15 fiches à faire ou 30 fiches à faire sur l'objet de la thèse. Donc moi, on va me présenter des bijoux de deuil et ce sera à moi de me lancer. Et l'après-midi, moi, je passe, une double thématique, donc bijoux régionaux, mais je passe aussi art populaire parce que, en art populaire, il y a plus personne pour faire des expertises en France. Et Mmh. donc l'après-midi, je passe l'art pop et en art populaire, je vais avoir, 50 objets à expertiser et faire les fiches. Et OK, je pense que super. quand on termine la journée, on est cuit, KO. ratatiné, épuisé. Ce serait Et bonne de rentrer en Haute-Savoie et à me hisser dans le train et à repartir avec mon diplôme si je l'ai eu. avec le titre, au moins, même Ah, si, ce serait génial, ce serait oui. génial. Mais bon, on peut aussi échouer, on peut le passer en 2 fois, enfin, voilà, il faut avoir le niveau et il faut se préparer en réalité. Et est-ce que vous distinguez votre métier d'antiquaire d'expert ou pour vous, c'est juste vraiment une spécialité où il y a quand même, 2 métiers en un, si je peux dire, Alors, il y a, 2 métiers. Il y a celui d'expert, celui qui va accompagner, les musées. Je suis régulièrement appelée, par, des musées en France qui font l'acquisition de pièces d'art populaire et qui me demandent soit un avis, soit une provenance, soit une petite aide pour la rédaction des notices. Ça, c'est la partie, objet d'hier du site. Donc c'est toute la partie, recherche historique, information, documentation. Je fais des inventaires pour des départements qui veulent acheter des musées. Je fais mmh, des inventaires pour des commissaires-priseurs qui se retrouvent avec des successions de musées, de collections entières. Là, j'ai une collection de moulins à café à expertiser pour un commissaire-priseur parisien, une collection d'objets autour de la vigne et du vin à faire pour un autre commissaire-priseur. Donc là, il y a tout un travail de recherche, il y a tout un travail d'authentification des objets et du coup de prisée. Donc on met un prix en face. Ça, c'est un métier. À mmh, côté, j'ai mon métier de marchand. Et ça m'a été compliqué en réalité de me retrouver juge et partie, c'est-à-dire d'expertiser des objets que j'allais vendre. J'ai trouvé qu'il y avait comme un petit truc qui fonctionnait pas très bien. Et du coup, j'ai décidé de me mettre dans une niche de ma spécialité sur laquelle j'ai pas vraiment de concurrents. Donc, finalement, je suis bah, toute seule et je fais d'ombre à personne et je trouve que c'est très facile et très pratique et je trouve que intellectuellement c'est assez c'est très honnête intellectuellement. Et donc je me mmh. suis mise dans la spécialité des bijoux régionaux et donc vous imaginez bien que je vais aussi avoir une petite spécialité en bijoux de deuil, Oui, inévitablement. c'est sûr. Et est-ce que vous pouvez, nous parler peut-être d'un ou 2 objets qui vous ont vraiment marqué dans votre carrière, que ce soit, pour peut-être leur histoire ou pour leur valeur, par exemple? Oui, alors je peux vous parler du tout premier objet que j'ai acheté, qui est un pichet trompeur. À l'époque, je vais sur une brocante assez tôt, il commence à pleuvoir et les gens remballent et je tombe sur cet objet qui est donc un pichet en terre vernissée avec un vernis vert. Et puis il est très drôle parce qu'il a des petits oiseaux sur le rebord en haut et je me dis, en fait, c'est un objet qui est curieux et j'ai besoin de savoir. Donc je l'achète, pas très cher, je crois que j'ai dû l'acheter 2 €. Et en arrivant à la maison, j'essaye de comprendre. En fait, les parois au bord du col sont ajourées. Donc, quand vous remplissez le pichet, quand vous essayez de le renverser, tout le contenu tombe sur vos genoux. Et Mmh. donc, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas aller. Et en retournant l'objet, je me suis rendu compte que sous l'anse, il y avait un trou. Donc, j'ai compris que le trou, il fallait peut-être l'obturer. Donc, j'ai mis un doigt. Mais j'ai toujours pas compris comment on arrivait à verser. Et finalement, je me suis aussi rendu compte en le nettoyant qu'il y avait un trou au fond, tout au fond. Et donc, le trou du fond permet à l'anse qui est creuse de faire monter le liquide. Quand vous aspirez Mmh. sur l'un des petits oiseaux, parce que les petits oiseaux sont en fait des becs aspirants. Et il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, qui est relié directement à l'anse. Donc, vous m'avez suivi, il y a un trou en bas. L'anse, elle est creuse. Et l'anse, en fait, elle va se prolonger sur le rebord en haut. Et elle va se terminer par un petit oiseau. Mais comme il y a plein de petits oiseaux autour, on n'imagine pas que celui-ci, c'est Le finalement le bec danseur. Et donc, vous aspirez depuis le bas et vous OK. mettez votre sous l'anse. Enfin, vous aspirez
le liquide qui est en bas et depuis le petit bec de verseur qui est en haut, qui n'est pas un bec verseur, qui est un bec qui vous permet d'aspirer. Et donc, tout autour du corps, il y a marqué Bonum Vinum, qui est en fait Bonum Vinum Laetificat Corominum, qui est le bon vin, réjouit le cœur de l'homme. Mais pour pouvoir aspirer le bon vin, il faut encore savoir comment on fait. En fait, c'est l'humour de nos ancêtres et tout ça, c'est lié c'est ça, à cet humour qui est un humour un peu potache, mais que nos ancêtres adoraient et enfin, c'est vraiment génial de découvrir ces objets-là. Il en existe plein de modèles différents. Il en passe régulièrement en vente aux enchères et souvent, en fait, on ne comprend pas toujours comment s'en servir. Et voilà. Et du coup, si vous allez sur le site Objet d'hier, vous tapez Pichet trompeur et je vous explique peut-être mieux que ce que j'ai fait là, comment vous pouvez vous servir d'un pichet trompeur. Alors, je regarde si en même temps, est-ce que je peux vous le partager tac, tac, tac. Ah, je ne sais pas. Je vais regarder en même temps. Est-ce que vous pourriez aussi donner des conseils au démarrage, justement quand on veut se lancer, parce que je crois que du coup c'est un petit peu l'objet qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine, de devenir antiquaire. Comment se lancer? Est-ce qu'il y a une bonne méthode ou Non, comment alors faire? je suis la preuve qu'on n'est pas obligé d'avoir des parents ni antiquaires, ni brocanteurs, ni des gens de la profession. Oui. C'est un métier de passionné. Et qui dit passion dit que c'est chronophage. Donc il faut faire accepter à son entourage que finalement, il y a des semaines où on travaille 7 jours sur 7. On fait des successions du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche, on part chiner. Parfois, on va chiner loin. On se retrouve à envahir aussi la maison ou l'appartement ou la cave ou tout, tout en même temps. C'est un métier qui nécessite d'avoir une grosse documentation. C'est un métier qui nécessite d'être curieux. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter des livres. J'en ai acheté 3 cette semaine. Je viens d'acheter un livre qui est arrivé hier sur les bijoux fantaisie en bakélite parce que en faisant ma thèse, je me suis rendu compte que je connaissais mal le monde de la bakélite et du coup, j'ai fait l'acquisition d'un bouquin sur Internet qui est arrivé. Voilà, je passe mon temps à acheter des livres, à mettre mon nez dedans, à chercher, à mettre des espèces de marque-pages. Donc, j'ai une bibliothèque qui est couverte de trucs de marque-pages dans tous les sens. Je sais jamais à quoi ça correspond, mais je suis sûre que j'ai marqué. Je dois avoir, je dirais c'est énorme, je dois avoir entre 3000 et 5000 livres en fait, j'ai pas compté, mais et sur en fait la spécialité d'art populaire, c'est la spécialité la plus transversale du marché de l'art. C'est-à-dire qu'on fait du bijou, on fait du costume, on fait du mobilier, on peut faire du tableau dans tout ce qui est naïf et art brut, on fait aussi de l'art religieux, on fait aussi tout ce qui est céramique avec les terres vernissées. En fait, c'est hyper vaste et c'est presque difficile d'être spécialiste en tout. Du coup, on a tous, en ATP, on a tous un peu nos marottes. Si vous regardez sur Internet les marchands, vous verrez, il y en a, ils font que du bois. Il y en a qui font beaucoup d'objets religieux. Il y en a qui font beaucoup d'outils, d'objets de métier. En fait, chacun a plus ou moins sa spécialité. Alors, dans la spécialité, on a aujourd'hui des thématiques un peu en déshérence, comme je viens de dire, l'outil. L'outil, ça a cartonné dans les années 80 et 90. Et aujourd'hui, moi, je me retrouve à liquider, mais à tour de bras, des musées autour de l'outil. Je me retrouve aussi à liquider des écomusées dans les années donc 80-90. Il y a beaucoup de messieurs qui ont collectionné, en fait, qui partaient en brocante avec 50 francs et qui revenaient avec 15 sacs. Et ils ont, dans une grange, reconstitué l'atelier du tourneur, l'atelier du rémouleur, une école ancienne ou bien un atelier d'un artisan, le tonnelier par exemple. Et donc aujourd'hui, je me retrouve à liquider ces ateliers complets parce qu'il n'y a aucun musée national qui en veut. Il n'y a aucun département qui en veut parce que c'est trop complexe et c'est une thématique qui est pas très à la mode et les musées se voient mal proposer un atelier d'artisan à la visite parce qu'en réalité, je suis même pas certaine que les maîtresses d'école aient vraiment envie d'aller visiter l'atelier d'un tonnelier avec leurs élèves. En fait, c'est des thématiques qui sont pas compliquées à aborder, mais qui sont pas sexy. Voilà, c'est le bon mot. C'est pas sexy.
Et comme quoi, donc il y a vraiment des tendances dans le marché de l'art en fonction des Complètement, périodes, oui. complètement. Alors aujourd'hui, le marché, il est très tendu sur les ATP, donc les arts et traditions populaires. C'est un marché qui est devenu très exclusif avec l'émergence de très belles pièces. Si vous avez une très belle pièce, elle se vend sans difficulté. Vous avez une belle croix de marinier, vous trouverez preneur sans difficulté. Mais par contre, vous avez une chevrette comme marqué là dans Oui, l'objet je du suis jour. en même temps, je vous présente Exactement. Vous avez une chevrette, si votre elle est idée d'hier. Et si elle est un peu abîmée, la chevrette, ben, vous aurez un mal de chien à la vendre. Alors la cousette, c'est carrément devenu un objet de brocante. En fait, le marché s'est scindé entre les beaux objets qui deviennent des objets d'antiquaire et les objets beaucoup plus simples qui sont des objets courants, qui sont aussi des objets qui ont été industrialisés. Et tous les objets industrialisés, eux, sont partis dans la brocante. Et le marché de la brocante est un peu à l'agonie en ce moment. Ok. En tout cas, en art et tradition populaire, c'est un marché qui est très tendu et sur lequel on a beaucoup, beaucoup de difficultés à tirer son épingle du jeu. Donc ça veut dire que lorsqu'on est antiquaire, il faut savoir finalement jouer entre les différentes tendances. Il faut aller chercher des pièces très intéressantes historiquement et des pièces anciennes. L'art populaire des années 1930, ça plaît pas. Il faut aller chercher des thématiques vraiment. Faut aller chercher du bel objet. Ok. C'est le bel objet qui fait émerger, qui fait sortir du lot la spécialité. Il faut être exigeant. Même quand on collectionne, il faut être exigeant. Il faut toujours tendre vers du mieux. Vous commencez par une petite croix Jeannette, vous finissez par une très belle croix de Caen, imposante, 10 centimètres. Voilà. Bah, si votre croix Jeannette, elle est qu'en métal doré, vous la vendez et vous continuez. Il vaut mieux avoir une pièce, mais une pièce de qualité, que 50 pièces médiocres. Mhm. Ah, c'est un super conseil. Ex- Aussi, je me demandais, je sais qu'on parle souvent du réseau dans le marché de l'art. Est-ce que c'est important? Comment on se le construit? Ou peut-être que c'est pas si important finalement? Je vous pose la Alors, question. le réseau, il est hyper important. Il est vital pour ceux qui veulent faire du bon business. Il est vital à plusieurs égards, c'est-à-dire que vous avez une belle pièce qui n'est pas de votre spécialité, vous passez la main, donc vous allez solliciter un confrère. Dans une succession, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée avec tout un lot de statuettes d'art africain. C'est pas ma spécialité, j'ai un confrère qui fait ça, je l'ai appelé, il a acheté. Ça, c'est pratique, ça permet de dire au client, oui, je peux m'en occuper, mais pour autant de savoir passer la main sur une spécialité qui n'est pas la nôtre. Et puis, du coup, c'est très sympa, après de pouvoir échanger avec le confrère. Voilà, il nous donne deux, trois informations sur l'objet, où est-ce qu'il faut regarder, est-ce que la patine est bonne, est-ce qu'elle est profonde, est-ce que l'objet est intéressant, est-ce que c'est, quand c'est un masque, est-ce que c'est un masque qui a dansé, est-ce que c'est un fétiche ancien, est-ce que la charge est bonne, est-ce que l'objet a été débarrassé de sa charge. Bref, ça permet de comprendre pas mal de choses. C'est la même chose pour l'orfèvrerie. Vous tombez sur une jolie pièce 18e, c'est sympa d'aller la confier à un confrère. Vous savez qu'il a la clientèle pour ça. Là où vous n'avez pas le client, clairement, mais vous en apprenez un peu plus. Et du coup, vous continuez à vous former en tant que bon généraliste. Et ça Mhm. permet aussi, eh bien, de vous continuer à vous former l'œil. Et c'est ça qui est hyper important. Ne jamais cesser de se former l'œil. Et puis, moi, le réseau, moi, j'ai acquis un réseau de super confiance grâce à la CNES, des Ah, confrères, ok. avec des échanges hyper nourris, hyper riches, vraiment des gens de confiance qui partagent mes valeurs parce qu'en réalité, dans le marché, on peut tomber sur des gens, sur des confrères, qui sont là que pour le pognon et qui n'ont pas grand-chose à faire du client. Moi, j'attache une grande importance à la relation client. J'ai besoin que mon client soit content, d'échanger avec lui pour connaître la provenance des pièces, pour pouvoir la retransmettre derrière. Et je trouve que c'est hyper intéressant euh, en fait, de créer autour de soi. On n'a pas besoin d'avoir un réseau gigantesque, mais un réseau de confiance. La Chambre m'a Mhm. apporté ça. On a des congrès tous les ans et ça permet de rencontrer les nouveaux arrivés et du coup de compléter sur une spécialité qu'on n'a pas, les BD ou le vin ou les motos anciennes. Voilà. Et du coup, on sait que quand on va tomber sur une pièce, bah, on décroche notre téléphone, on appelle un confrère. On a une poupée, hop, on appelle une consoeur qui est dans le sud de la France. Enfin voilà, tout ça, ça se tient et du coup, on arrive à faire des successions qui sont très complètes et à pouvoir aider le client jusqu'au bout. Mhm. Oui, c'est riche du coup, on arrive à apprendre plus de choses, à créer des liens. Et je voulais aussi vous demander par rapport à, je sais que j'ai souvent entendu dire que le métier avait beaucoup évolué.
Quel Oui, est votre oui. ressenti? Oui, vous le Ah confirmez? oui, c'est indéniable. Le marché a beaucoup évolué. Le marché, c'est à la fois, en fait, il a été très compliqué à aborder ces dernières années parce que, on n'avait pas vu venir le Covid. Oui. Il y avait beaucoup de confrères et de consoeurs qui avaient des boutiques ou des entrepôts qui s'ouvraient de manière régulière. Il s'avère que le Covid a tout figé, tout a été balancé sur Internet. Il a fallu que tout le monde soit digitalisé, donc on s'est retrouvé à tous être sur Internet et à tous proposer de la marchandise sur Internet. Donc, on s'est retrouvé avec des situations qui étaient parfaitement cocasses une fois le Covid passé et nos boutiques réouvertes. On s'est trouvé avec des clients qui venaient chez nous et qui nous disaient, eh, regardez, j'ai trouvé moins cher sur Internet, il faut me faire ce prix-là. Du coup, on était un peu décontenancés. Donc, on a dû aller sur Internet. Après, il y en avait plus de clients sur Internet quand les boutiques ont réouvert après le Covid. Les clients avaient besoin de voir nos têtes. En fait, les gens avaient besoin de sortir. Donc, on s'est retrouvé avec plein de clients qui débarquaient chez nous, mais on était mis en concurrence avec tous nos confrères qui avaient mis tous leurs marchandises sur Internet. Du coup, c'était très curieux. On avait l'impression que les gens avaient fait leur repérage sur Internet et venaient chez nous pour renégocier la marchandise. Euh, on a aussi les commissaires-priseurs qui ont fait un travail exceptionnel de communication pendant le temps du Covid, grâce à Interenchères, qui sont devenus du coup des concurrents directs là où on n'était pas concurrents avec eux. Et en plus, on s'est retrouvé donc, enfin, d'abord, on s'est retrouvé avec nos clients qui allaient acheter sur Internet. Donc, ils nous disaient, mais je l'ai vu votre bijou, je sais où vous l'avez acheté, j'étais contre vous en vente aux enchères. Donc, qu'est-ce qu'on répond aux clients? Bah oui, il faut que je marge, il faut que je paye mon local, il faut que je paye mes charges, il faut que je me paye un salaire. Hyper compliqué. On s'est retrouvé avec des imbroglios pas possibles avec des clients. Ça nous a mis dans une gêne terrible. Euh, Interenchère a été, enfin, le développement d'Interenchère et la communication des commissaires-priseurs pendant le Covid, ça a été hyper compliqué pour nous. Vraiment hyper compliqué. Et puis, la mentalité des commissaires-priseurs a aussi beaucoup évolué. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de commissaires-priseurs, et particulièrement dans les jeunes générations, qui font des fiches. Et donc ça, c'est mon côté expert qui va parler, et qui font des fiches erronées parce qu'en fait, ils veulent pas faire appel à un expert. Donc, on se retrouve, nous, en tant qu'experts, bon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fiches? C'est vraiment n'importe quoi. Par exemple, moi, je me retrouve avec, moi, je trouve ça toujours très drôle, des croix normandes qui sont présentées à l'envers et qui sont présentées comme des croix papillons provençales. Moi, enfin, on sait même plus si c'est drôle ou si c'est navrant. Et Mais j'imagine puis, qu'en tant qu'expert, ça doit à la fois ah oui, agacer, rire, faire rire. Bon. on boue à l'intérieur, on se dit, mais appelez-nous, en fait, on est là pour ça. On est là pour ça, faites appel à nous. On est non seulement un gage de crédibilité, parce qu'il y a quand même certains. Ah, vous savez, il y a une fusion entre les commissaires-priseurs et les huissiers de justice. Et du coup, il y a des huissiers de justice qui font des descriptifs. C'est drôle, quoi. C'est drôle, mais on se dit, on est peiné pour le client qui va acheter ça, parce que si le client il n'est pas hyper au fait de ce qu'il achète, mais en fait, il ne sait pas du tout ce qu'il achète. Il achète surtout quelque chose qui est mal identifié. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, voilà, donc il y a le côté marchand où on s'est retrouvé en concurrence avec nos clients. On s'est retrouvé avec des commissaires-priseurs qui voulaient plus nous prendre. Du coup, à un moment, on s'est dit, mais en fait, on va être amené à disparaître. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est des passionnés, parce qu'on a, pour certains, vraiment envie de transmettre des choses, des informations. On a envie de vulgariser notre spécialité. Moi, particulièrement, j'ai pas beaucoup de jeunes collectionneurs. Je serais ravie d'avoir des jeunes qui viennent dans cette spécialité. Et du coup, enfin voilà, j'ai pas de difficulté à expliquer ce que je sais. Je mets souvent sur mes réseaux sociaux des petites vidéos pour raconter des trucs. J'ai créé une chaîne YouTube sur le bijou régional. Le but, c'est vraiment de faire connaître. C'est pas de me tirer une balle dans le pied, c'est d'attirer de nouveaux collectionneurs, enfin, d'attiser la curiosité des gens. Voilà. Et c'est ce qu'on veut. On n'est pas là pour faire de l'exclusif, on est là pour vulgariser nos spécialités, continuer à faire vivre nos spécialités à travers un marché porteur et du coup avoir un nouveau pool de collectionneurs qui vient supplémenter celui qu'on a déjà, mais qui parfois dans certaines spécialités est vieillissant.
Et du coup, par rapport au Covid, est-ce que pour vous, ça a toujours un intérêt pour les antiquaires d'avoir une boutique, de faire... J'ai l'impression qu'il y a aussi de moins en moins de foires, enfin de salons d'antiquaires. Après, c'est peut-être moi mon ressenti, mais Vous avez complètement raison. Il y a de moins en moins de salons d'antiquaires. Bon, c'est dommage. Le Covid a quand même vraiment mis à mal les finances des antiquaires. Donc après, c'est pas évident d'aller payer une place à 5 000 € quand Mm, finalement le mois dernier vous vous êtes installé sur un nouveau site marchand. Vous pouvez pas jouer sur tous les domaines. Et puis avec du coup le fait que toute notre marchandise soit sur Internet, eh bien les gens négocient beaucoup. mm, On est aussi en concurrence avec des particuliers via le Bon Coin ou Marketplace. Et on se retrouve avec des gens qui vendent des choses qu'ils connaissent pas. En fait, le marché, c'est un peu devenu, il s'est complètement déstructuré. Et il faut qu'on mm, arrive à le restructurer et à réinsuffler un esprit de confiance auprès de nos mm, clients et, et peut-être pas avoir une boutique. Vous savez, Marion, c'est pas facile d'avoir une boutique ouverte tout le temps oui. parce que entre les expertises, enfin, je parle pour moi, hein, les expertises, les inventaires, les successions qu'on fait pour soi, et ben, la boutique, elle est souvent fermée et vous Mm, véhiculez pas une super image. Et les gens vous oui. appellent en vous disant: «Je suis devant chez vous, c'est fermé alors qu'il y a marqué que vous êtes ouvert. Quand est-ce que vous êtes ouvert?» Et on est des fois un peu gênés. Du coup, moi, je me demande si je vais pas, fonctionner différemment. Vous voyez, je viens de me séparer de mon entrepôt que j'ouvrais parce que je Mhm. me retrouve, gênée avec mes histoires de temps d'ouverture, d'horaire d'ouverture. Et je pense qu'en réalité, maintenant, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais inviter mes clients. Ah oui. Je vais peut-être louer un salon dans un hôtel ou on a un très bel hôtel à Annecy qui s'appelle l'Imperial Palace qui loue des salons et peut-être qu'une fois de temps en temps, je vais inviter ma clientèle à venir me rejoindre en disant, bah, en fait, c'est maintenant, je suis ouverte maintenant, pendant 3 jours, vous pouvez venir voir les bijoux dans un cadre sympa, un truc un peu chouchouté, un peu féminin. Voilà. Peut-être, il y a peut-être un nouveau métier à réinventer avec d'autres contraintes, avec d'autres possibilités. Euh, voilà, je sais pas. Je sais pas si les salons vont continuer à perdurer. Il y a un truc qui est top qui s'est créé il y a pas très longtemps grâce à ce gars qui avait fait cette émission Affaires conclues. C'est des espèces de collectifs d'antiquaires réunis Oui, dans un seul lieu. Je trouve que c'est bien, ça donne de la souplesse et de la liberté à ceux qui font des successions, se déplacent. Et du coup, on a un vendeur commun qui finalement ambule. Moi, j'avais vu ça à Bordeaux et j'y avais été, j'avais trouvé ça génial. Tout est sous vitrine, il y a plein de vendeurs. Vous appelez, on vous ouvre une vitrine. Et au moment de payer, chaque marchand a son TPE. Je trouve que c'est chouette. C'est un bon oui. moyen d'être visible et de permettre aux gens finalement de venir voir votre marchandise. C'est peut-être à développer. Oui, bah, c'est vrai qu'en vous entendant parler, l'idée déjà des salons, je trouve ça super. Sur 2, 3 jours, ça fait un peu événement exclusif. Et effectivement, là, d'avoir ces ensembles avec plein d'antiquaires, plein de brocanteurs, ça permet également bah, pour les professionnels de s'organiser, comme vous disiez juste avant, de pouvoir faire leurs propres inventaires sans que ça donne une mauvaise image parce que leur marchandise est toujours En montrée. Donc, réalité, ce qui est complexe, c'est d'être seul, d'être oui. quand vous êtes seul, moi je travaille seule, c'est compliqué parce que quand je pars pour un inventaire, je ferme l'entrepôt et du coup, je me retrouve avec des clients qui m'appellent. Enfin, et c'est compliqué d'avoir à gérer la déception des gens qui parfois sont venus de loin, qui parfois en plus sont pas prévenus. Et puis ils ont pas à prévenir parce que finalement il y avait mes horaires sur Internet, donc c'est moi qui suis en porte-à-faux et ça me met dans une situation que je déteste. Du coup, moi j'ai fermé mon entrepôt. Et Mhm. en fermant mon entrepôt, je vais en fait inviter mes clients selon mes horaires et mes disponibilités. Et je trouve que ça va être plus facile. Mais je pense qu'il y a Mhm. un nouveau métier, peut-être une nouvelle manière de travailler à organiser. Il faut, je sais pas, il faut trouver une nouvelle alchimie entre la clientèle et puis notre métier. Et pour finir, pour les personnes qui souhaiteraient du coup se lancer, devenir antiquaire expert, est-ce que vous pourriez donner bah, peut-être 3 raisons pour lesquelles bah, vous aimez vraiment votre métier? 3 raisons pour lesquelles j'aime mon métier.
Alors, je suis définitivement très, très curieuse. Et je crois que la curiosité, c'est le meilleur des défauts qu'on puisse avoir quand on a décidé d'être pierre ou brocanteur ou expert. Il faut jamais cesser d'entretenir sa curiosité et il faut toujours l'alimenter. Il faut faire des musées tout le temps, il faut se déplacer sans cesse, il faut rencontrer les collectionneurs, il faut rencontrer des confrères, il faut faire les congrès de la CNES, il faut adhérer à la CNES, il faut, voilà, faut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur. En fait, il y a un truc qui est difficile à surmonter, je peux vous en parler, je pourrais vous en parler des heures, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, vous commencez, vous êtes un peu broc, vous achetez des petites choses parce que vous n'avez pas trop de sous, puis finalement, vous les vendez un peu de sous, vous achetez des objets plus intéressants, plus beaux, et vous vous retrouvez un jour à candidater à une chambre d'experts et vous êtes prise et vous vous dites, bah, c'est bizarre, pourquoi je suis prise? Et il y a un vrai syndrome de l'imposteur, mais en fait, j'ai tellement lu, je me suis tellement documentée, j'ai fait beaucoup de musées, voilà, j'ai entretenu, j'ai essayé de me hisser toujours plus haut. Et aujourd'hui, ça paye. Et parfois, quand on arrive sur une succession, on sait exactement ce qu'il faut faire. On est parfois un peu paralysé. On se dit, mais est-ce que j'ai la légitimité? Et un vrai conseil pour les jeunes qui veulent se lancer, dépassez vos appréhensions, croyez en vous et continuez toujours d'entretenir votre curiosité parce que votre curiosité, elle va vous maintenir dans ce que vous êtes, elle va vous donner, c'est un peu une échelle, ça vous fait grimper au fur et à mesure et vous avez le droit d'être en haut. Voilà, vous avez le droit d'être en haut. Donc, faut croire. Sky is the limit. Voilà, c'est ça. C'est Et puis, trop bien. parlez anglais. Dernier conseil, parlez anglais. C'est très pratique. Au quotidien, c'est hyper pratique. Moi, j'expédie quand même une grosse partie de ma marchandise à l'étranger. Et c'est très, très agréable, je pense, pour mes clients de savoir on n'est pas obligé d'échanger en français. Voilà, ayez un petit dictionnaire sous le coude, un petit arabe sous le coude, ça peut servir. Bah, merci beaucoup pour ce dernier mot. Juste avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous dire bah, où on peut vous retrouver, où on peut retrouver votre marchandise, ou si on a des choses à vendre? Oui, tout à fait. Alors, il y a un site informatif et documentaire qui est là pour les curieux qui ont envie de mieux connaître l'art populaire. C'est objetd'hier.com. Pour ceux qui aiment le bijou régional, c'est bijoud'hier.com. J'ai pas été chercher très loin. C'est très bien. Pour ceux qui ont envie de m'écouter, j'ai une super chronique à la radio avec RCF. RCF, c'est la radio des chrétiens de France. Moi, je travaille sur l'antenne de la Savoie et de la Haute-Savoie, parce que je suis basée à Annecy. Mais notre émission, elle cartonne tellement que cet été, nous avons été chassés par le national, par RCF national, et nous venons d'arriver sur la plateforme de podcast national. Donc, l'émission s'appelle d'objets en histoire. Pourquoi? Parce qu'on part toujours d'un objet que j'ai acheté dans une succession et j'en raconte l'histoire. Donc, on part par exemple du moulin à poivre et on raconte l'histoire du poivre. Ou j'arrive avec une chocolatière et on raconte comment est-ce que le chocolat est arrivé en France. La dernière émission, on a parlé des moules. J'ai amené des moules à gâteaux en cuivre. Et on a parlé de l'histoire de la pâtisserie et comment est-ce que la France s'est hissée en haut de l'histoire de la pâtisserie avec la chantilly, avec plein de gâteaux délicieux et savoureux. Et donc, je donne un conseil, par exemple, ne réutilisez pas les vieux moules en cuivre. Souvent, ils étaient étamés autrefois à l'intérieur, ils ne le sont plus. Et du coup, c'est impropre à la consommation. Enfin, voilà, on donne plein d'histoires et puis on donne aussi plein d'infos un peu rigolotes. D'où vient l'expression joindre les deux bouts? Alors ça, pour savoir, il faudra écouter l'histoire de la serviette. Vous voulez savoir, Marion? Bah oui, du coup, j'ai envie de savoir. Ah oui, vous voulez savoir, du coup. Eh bien, autrefois, vous savez, on avait des grandes fraises. Et Oui, on ne voulait pas tâcher sa fraise quand on mangeait, on ne voulait pas faire tomber de la sauce sur sa fraise parce que les fraises, c'est amidonné et on met du temps à les mettre en forme. Et en réalité, quand vous aviez une serviette et vous aviez une fraise, vous ne pouviez pas faire le nœud dans votre cou. Et donc, ah, si vous aviez un domestique pour joindre les deux bouts de votre serviette, c'est que vous aviez les moyens. Donc, joindre les deux bouts, c'est avoir les moyens.
Et donc, ne Ah, pas joindre les 2 bouts, c'est ne pas avoir les moyens. Donc, joindre les 2 bouts de votre serviette, ça veut dire que vous aviez suffisamment les moyens pour vous payer du personnel et pas vous tordre le cou à chaque fois pour accrocher votre serviette dans votre cou quand vous aviez une fraise. ah, c'est génial comme anecdote. Bah, ça va ressortir à un dîner avec des amis, c'est super. Exactement. Mais écoutez surtout, écoutez toutes ces chroniques, on raconte plein de choses. Je balaye très large. On s'est même fait des émissions qui étaient, vous savez, RCF, donc c'est catho. On pourrait dire que c'est des émissions coincées, mais pas du tout. J'ai parlé de l'histoire de la Fanny, ou comment on baise le cul de la Fanny quand on a perdu à la pétanque 0 à 13. Donc, je raconte toute l'histoire de la pétanque et donc de cette fameuse Fanny qui monte et donc le perdant 0 à 13 va embrasser les fesses de la famille. On s'est on s'est pas interdit de sujet, on a bien ri, c'est une émission qui est très pétillante, qui dure 15 minutes, que vous pouvez écouter en podcast le soir en faisant votre petite tambouille, en épluchant vos carottes ou en préparant votre soupe, ou en vous déplaçant en voiture. Voilà, c'est une émission qui est très drôle et puis de temps en temps, j'écris pour le Dauphiné Libéré aussi, des chroniques, que vous pouvez toujours retrouver, enfin des articles que vous pouvez toujours retrouver sur internet, me semble-t-il. Ok, bah, super. Bah, merci beaucoup, Sophie. On a appris plein de choses et je pense que cette interview, elle va vraiment intéresser bah, beaucoup de personnes de mon audience, donc je suis très contente. Et ben avec joie et à bientôt Marion. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.